Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Petite anecdote, l'émission à laquelle je collabore à Paris, à TV5 Monde, qui s'appelle 300 millions de critiques, souvent les seuls moyens pour un auditoire francophone dans le monde d'avoir accès à la culture québécoise, je m'en rends compte quand on est là-bas. Je veux bien plugger des livres, je veux bien plugger des films, mais s'ils ne sont pas disponibles numériquement pour les francophones du monde entier, ça n'existe pas. La culture québécoise, canadienne, elle n'existe pas. D'avoir des bons produits culturels à plugger quand on est à l'extérieur et qu'on veut faire rayonner la culture, ce sont des produits numériques. Il faut qu'ils soient on doit pouvoir les découvrir, on doit pouvoir y avoir accès. Les droits doivent évidemment être payés, mais il faut que cette culture-là elle soit disponible là-bas. Et maintenant, on n'y échappe pas. Évidemment, d'avoir des créateurs qui sont très bien payés avec des utilisateurs qui ne paient rien, ça fait un beau statut Facebook, mais c'est plus compliqué que ça. Et je pense que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et demain. Et donc, je vous présente notre premier conférencier aujourd'hui. Il s'appelle Philippe Chantepie. Il est inspecteur général des affaires culturelles au ministère de la Culture et de la Communication en France. Il est également chercheur associé à la chaire Innovation et régulation des services numériques créée par l'École polytechnique Télécom ParisTech et Orange. Il est aussi auteur de l'ouvrage Révolution numérique et industrie culturelle, publié aux éditions La Découverte en 2010. Gardez vos questions. Il y aura une petite période de 10 minutes à la fin de sa conférence. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous alimenter. Et on aura donc 10 minutes et ce sera suivi de la conférence de Jonathan Paquette. Alors, sans plus tarder, veuillez accueillir Philippe Chantepie. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je tiens à remercier le ministère de la Culture du Québec de l'honneur qu'il me fait d'intervenir à ce forum, HEC Montréal, avec lequel je travaille régulièrement avec Sylvain Lafrance, qui est à la chaire Média, et on fait régulièrement des colloques. Alors, ce qu'on m'a demandé, c'est d'essayer de présenter à la fois, c'est un gros défi, d'essayer en moins de 35 minutes de présenter des défis technologiques, des défis économiques, des défis sociaux, sur la révolution numérique et les impacts, des défis aussi juridiques sur les impacts de cette révolution sur la question de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire aussi de l'économie des industries culturelles ou des industries créatives, plus largement, de la rémunération des créateurs, mais naturellement aussi des usages qui s'amplifient dans une période extrêmement courte. Alors, pour essayer d'identifier ces enjeux et ces perspectives, je ne vais pas tellement m'appuyer sur ce qu'on appellerait l'exemple français, parce qu'en fait, c'est déjà devenu un droit essentiellement européen, et les États, en tout cas en Europe, ont assez peu de prise sur l'évolution de ce droit, ou en tout cas, c'est une évolution qui est partagée avec l'ensemble de l'Union européenne. Donc, m'inscrire plutôt d'une façon générale, j'espère pas trop. Je crois que nous vivons une période quand même exceptionnelle, je vais essayer de le montrer d'un point de vue temporel, où on va conjuguer des effets massifs technologiques, une évolution sociale, parce que ça situe à un moment social aussi important, et je pense que cette révolution n'aurait pas lieu si la société n'était pas dans cet état d'éducation, de revenus, d'autonomie, et évidemment des questions économiques qui sont... alors, j'ai pas de... Pardon. Comment ? Je vais aller assez vite. Alors, je vais peut-être commencer d'abord sur un cycle de mutations. Donc, comment ces des mutations sociales, économiques et technologiques se conjuguent. Je vais revenir quand même sur les grandes mutations qui ont lieu depuis près de 50 ans. C'est une révolution qui est ancienne. Ce qui est nouveau, c'est simplement les 10-15 dernières années où on a la conjonction de l'innovation, des usages et des modèles économiques qui se mettent à jour. Technologiquement, ça signifie qu'on aurait pu anticiper un certain nombre de choses parce que ces tendances sont très longues, même si elles sont très puissantes et elles ont des effets importants. Première tendance, c'est évidemment le calcul.
Donc c'est une révolution qui a plusieurs décennies, on la connaît bien, c'est la loi de Moore. Elle conduit à une puissance croissante qui va permettre d'avoir accès à la totalité des contenus de plus en plus complexes, par exemple sur toutes les tablettes ou sur tous les smartphones, qui ont une puissance de calcul très importante. C'est surtout une baisse des coûts de production. Ça, c'est un effet qui va être massif, y compris pour les industries culturelles. Alors, très rapidement, ça a quand même des effets aussi très importants pour la création. Songeons que sans ces évolutions, on n'aurait pas l'économie du jeu vidéo. Elle est essentielle chez vous, elle est aussi essentielle en France. C'est devenu sans doute l'industrie la plus florissante et celle qui occupe le plus les jeunes. On n'aurait pas eu le développement de l'animation qui a aussi un rôle très important dans le cinéma et qui le bouleverse à bien des égards. On n'aurait pas l'industrie des effets spéciaux, etc. Et puis, en termes de création, évidemment, ces technologies, elles entrent dans les autres domaines. Elles ne sont pas réservées aux industries culturelles de l'édition et des médias. Et progressivement, on l'a vu très récemment en France, avec beaucoup d'usage d'hologrammes, par exemple, dans le spectacle vivant, donc des domaines qui étaient plutôt rétifs d'ailleurs à l'évolution de ces industries et qui se l'accaparent, qui se l'approprient, mais au plan de la création. Ça, évidemment, on peut prendre un autre élément qui me paraît très important, c'est le fait qu'on avait des coûts d'entrée, par exemple, dans la production et la diffusion des médias. C'est des coûts d'entrée qui ont considérablement baissé. On peut faire des chaînes de télévision, de radio à faible coût. Et puis, naturellement, c'est toute l'industrie des applications, des apps, sur lequel je reviendrai, qui est déterminante probablement de l'ensemble du secteur. Autre, évidemment, technologie fondamentale, mais qui continue de progresser, c'est la mutation de l'informatique et en fait la mutation du stockage, qui, pour les industries culturelles, constitue une révolution majeure parce qu'on passe d'une économie de la rareté et une économie où on contingentait, où on limitait les modes d'exploitation pour valoriser le capital que sont les biens informationnels créatifs, à une logique d'abondance d'accès qui tient donc à ces évolutions technologiques, mais qui ont aussi des effets sur les prix et sur les usages, notamment par la mobilité, sur les prix par une déflation continue du numérique, qui a évidemment un impact sur la valeur des biens culturels par rapport aux biens des technologies, et puis des effets socio-culturels importants sur l'accès à la totalité des biens. C'est la première fois qu'on peut accéder à la totalité des biens qui sont produits quotidiennement, et ils sont en masse croissante, mais aussi à la totalité du patrimoine. Donc c'est aussi un rapport à la culture qui est très différent, puisque pour la première fois, on a accès à la totalité de la production ou de la création dans son propre pays, mais sur l'ensemble des pays, et pour la totalité des connaissances. Troisième révolution qui continue de se poursuivre, les télécommunications, encore une révolution qui a plusieurs décennies, et puis le développement du protocole TCP/IP, qui a les mêmes caractéristiques que les autres révolutions technologiques, la baisse des prix, l'abondance de diffusion, la déflation numérique qu'on a déjà évoquée, et surtout une transformation des réseaux. Classiquement, les réseaux étaient utilisés point multipoint, c'est la loi de Sarnoff, pour valoriser linéairement chaque contenu en trouvant des consommateurs supplémentaires. La loi qui explique l'économie des médias. Les réseaux commutés, la loi de Metcalfe, c'est l'utilité qui tient au nombre d'utilisateurs, donc qui va se propager dans l'ensemble des modèles économiques, ou la loi de Reed plus récemment, qui va utiliser les contributeurs pour donner encore plus d'utilité à des réseaux de tous à tous. Donc les télécommunications jouent évidemment encore un grand rôle, avec des effets économico-culturels importants, toujours cette baisse des coûts qui est une caractéristique de la révolution numérique, mais surtout du point de vue des utilisateurs et de la création, bien la possibilité à tous les utilisateurs de devenir créateurs, le basculement d'une logique de spectateur ou de lecteur à une logique d'éditeur, d'auteur, à moindre coût, et dans des formes d'expression extrêmement nombreuses. Donc c'est une révolution qui n'est absolument pas que technologique. J'ai commencé par la technologie, mais je crois que ce qui est important dans cette technologie, c'est que c'est plutôt aussi une révolution sociale. Alors parmi les caractéristiques sociales que je voudrais évoquer, ou cette conjonction-là qui me paraît évidemment importante, c'est à un moment où les sociétés n'ont probablement jamais bénéficié de voyants au vert qui favorisent les consommations, les pratiques culturelles, les usages culturels de toute nature. On est au moment où on n'a jamais eu autant de temps libre.
sur le dernier siècle, voici à peu près le gain qui est gagné. Il tient notamment compte de l'allongement de la durée de vie qui fait qu'en 50 ans, on a gagné une génération supplémentaire. Donc c'est un phénomène démographique absolument massif dans nos sociétés. Et le fait que les jeunes, par exemple, rentrent de plus en plus tard dans la logique du travail est aussi un élément fondamental dans l'allongement du temps de travail, du temps de loisir, et donc dans les consommations culturelles et en particulier les consommations numériques. En même temps, ces temps de consommation et de loisirs culturels sont extrêmement concentrés, principalement le soir, pour la télévision, pour la radio. Donc on a des pesanteurs, on a des facteurs relativement lents qui font que les consommations culturelles ne sont pas toutes bousculées. Mais l'explication, c'est surtout que la concentration des loisirs culturels est une fonction du prix. Donc si on regarde beaucoup la télévision et la radio, c'est évidemment parce qu'on a une logique de gratuité. Mais en même temps, dans ces temps de loisirs, dans cette évolution, ou cette révolution d'ailleurs du temps, on a plutôt une concentration vers tous les écrans. Donc pas seulement la télévision, la radio, mais les formes de télévision nouvelles, les jeux vidéo évidemment, bien sûr aussi. Donc qui sont les deux grands domaines qui profitent le plus du numérique. Deuxième grand facteur majeur du point de vue économique et social, mais d'abord social, c'est j'ai pris l'exemple là cette fois-ci français, je n'ai pas toutes les données, mais c'est le moment sur un siècle où on a un niveau d'éducation maximal. Or, le niveau d'éducation, c'est le premier facteur de consommation et de pratique culturelle. Donc, on a un nouveau voyant vert au moment où se déploie la révolution numérique, c'est la possibilité d'avoir pour l'ensemble de la population de plus en plus de consommation culturelle. L'élément qui est important dans l'élévation du niveau d'éducation, ce premier facteur, c'est évidemment aussi la féminisation qui s'est développée tout au long des dernières années. Donc on n'a pas seulement 50% de la population consacrée par le niveau d'éducation, mais 100% et des populations de plus en plus mélangées. C'est notamment le cas chez vous. Enfin, on pourrait multiplier les facteurs sociaux favorables. Enfin, il me semble qu'il y a un facteur qui est particulièrement important. Je m'arrête un moment là-dessus. C'est à partir de travaux sur la manière dont on consomme, qu'on a fait cette fois-ci en France, sur la manière dont chaque génération consomme. Donc, on a étudié par cohorte tous les 10 ans comment les gens consommaient. On s'est aperçu qu'il y avait une forte explication par la génération. Donc, chaque génération consomme de la même manière. Donc, il y a des consommations qui dépendent de l'âge et puis des consommations qui dépendent des générations. Alors, je vais prendre un exemple, si je le trouve, de ce côté là-bas, c'est le livre, eh bien, ou la presse, on a la presse quotidienne, par exemple, eh bien, on voit que la presse quotidienne, de génération en génération, tous les 10 ans, il y a 10% de lecteurs en moins qui vont continuellement ne pas lire, ou continuellement lire, pardon, c'est ceux qui lisent. Donc, on avait 70% de lecteurs nés en 45 qui lisaient un quotidien national tous les jours, puis on aura 10% en moins, 10% en moins, 10% en moins. Et donc la révolution numérique, elle arrive à un moment aussi où on peut analyser des phénomènes générationnels extrêmement puissants, parce que c'est l'ensemble de la population qui est concernée. Et donc, si on combine les éléments, on peut voir des éléments assez explicatifs. Par exemple, on constate que, évidemment, le secteur du jeu vidéo, c'est un secteur qui se développe, mais qui est porté par cet effet générationnel. C'est que tous les 10 ans, depuis le temps qu'on peut l'étudier, on a de plus en plus de gens qui commencent à jouer aux jeux vidéo et qui vont jouer aux jeux vidéo encore à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans. Donc c'est un phénomène générationnel et ça n'est pas un phénomène simplement d'âge. Donc ce qu'on constate, c'est aussi que la révolution numérique arrive à un moment de basculement culturel où en gros, la lecture de l'imprimé, la presse, le livre baisse, mais baissait déjà avant le numérique, donc c'est amplifié sans doute par le numérique. Il y a des consommations qui progressaient, typiquement la musique enregistrée. De génération en génération, on écoutait de plus en plus de musique, en gros 10% de plus chaque génération. Et ensuite, c'est une pratique qu'une fois qu'on l'a eue à 20 ans, on va l'avoir tout au long de sa vie. Donc on a un boom de demande d'un côté, mais on peut constater, avec le numérique, aussi un problème économique sur le secteur de la musique. J'y reviendrai. Et puis des éléments qui sont plus stables, je les ai évoqués, la télévision, la radio. Donc la révolution numérique, je crois qu'on doit la comprendre avec ces phénomènes sociaux qui portent plus ou moins telle ou telle industrie, sans préjuger de la soutenabilité des modèles économiques qui peuvent être sous-jacents de tel ou tel secteur. Alors, pour rester encore une seconde sur les questions de société, au moment où se développe cette révolution, on peut constater malgré tout un vrai défi politique. Ici, c'est la mesure des pratiques culturelles, donc c'est
de gauche à droite ou de droite à gauche, enfin, de là à là-bas, ça va être trop compliqué, c'est le nombre de pratiques culturelles qu'on a. Et puis on a les pratiques numériques aussi. Et puis verticalement, c'est l'âge. Eh bien, on constate ici, c'est simplement la population connectée à haut débit qui était enquêtée. Eh bien, c'est que de ce côté-là, en fait, on a très peu d'usages. Très peu d'usages culturels, très peu d'usages numériques. De ce côté-là, on a beaucoup d'usages culturels, beaucoup d'usages numériques culturels. Donc, il y a une polarisation des usages sur une petite partie de la population. C'est un phénomène qu'on connaît bien, par exemple, dans le classique de loi de participation, dans le secteur du logiciel libre. On a tendance à dire 3% des individus qui font un logiciel libre collectivement font 90 ou 17% du code, et puis les autres font les 3% manquants. Donc il y a une logique de concentration, mais c'est un défi social au moment où on a ce basculement des consommations et des pratiques culturelles, de prendre en compte le fait que c'est une loi du cumul qui préside en général aux pratiques culturelles et aux pratiques numériques culturelles encore plus, et donc autrement dit, ça produit probablement des risques de société duale et donc un objectif potentiel de politique publique. Alors malgré cette réserve, eh bien, ce qu'on a surtout, c'est une révolution qui est la plus rapide de toutes celles qu'on a connues historiquement depuis la révolution industrielle. En 10-15 ans, 80%, 90% de la population, selon les outils, se sont appropriés les moyens d'accéder à des contenus numériques et en particulier à des contenus culturels numériques. Autrement dit, c'est la première fois qu'on a une révolution technologique dont les effets sociaux sont aussi rapides et dont les effets de transformation des modèles économiques sont aussi rapides. Et ça, pas seulement dans le domaine qui a surtout été d'abord frappé par le numérique, parce que du côté des ayants droit, des titulaires de droit, des industries culturelles, c'est souvent pris comme un choc externe, avant d'être approprié et utilisé dans une rénovation des modèles économiques, c'est sur l'ensemble du champ des industries culturelles, ce qui a conduit aux thématiques de convergence, convergence des technologies, mais aussi convergence des modes de production et de création, éventuellement, mais on peut être plus réservé, convergence d'usage. Alors, ce qui peut expliquer la rapidité de cette révolution, je crois que c'est le phénomène qu'on a déjà vu dans les technologies, enfin déjà perçu dans les technologies, c'est une sorte de grande déflation numérique, celle dont peuvent se plaindre les titulaires de droit, qu'ils soient producteurs, éditeurs, auteurs et peut-être plus encore artistes, interprètes, une déflation numérique qui tient aux technologies. Alors, cette déflation numérique conduit sur longue période, je pense que les analyses sur longue période sont utiles pour envisager l'avenir. Là, c'est l'analyse des dépenses, de l'allocation budgétaire des ménages pour les loisirs culturels, d'un côté, ce qui commence en haut et qui ne cesse de diminuer, et de l'autre côté, pour les biens d'équipement en technologie d'information et de communication. Et donc, on voit que depuis 60 ans, alors que j'ai dit que les voyants étaient au vert, en fait, on a beaucoup de consommation, mais ce sont beaucoup de consommations gratuites. Eh bien, ce phénomène s'accélère dans la dernière période avec la révolution numérique et que les ménages ont tendance à acheter de plus en plus de biens et d'équipements permettant d'accéder aux biens et services culturels, mais sans vouloir les payer d'une certaine manière, puisque l'achat des biens techniques permet d'accéder au contenu. Donc, on a là un élément qui est à la fois économique et social qui est extrêmement critique pour les industries ou l'économie de la culture, c'est que le consommateur, d'une certaine manière, a été le plus rapide à comprendre les effets bénéfiques de la révolution numérique qui se traduisent pour lui par une baisse des prix et qui va se traduire par le succès de tel ou tel modèle économique qui présente évidemment ces aspects-là de relative gratuité ou de gratuité. Alors, on peut le vérifier si on regarde, le graphique n'est peut-être pas très lisible, domaine par domaine, sur longue période, tout ce qui est inférieur à l'inflation générale progresse considérablement. C'est les ordinateurs, c'est tout ce qui concerne les lecteurs d'enregistrement et de restitution sonore, vidéo, etc. Et puis tout ce qui stagne relativement, c'est parce que c'est au-delà, à peu près équivalent à l'inflation générale des prix, ou c'est supérieur à cette inflation. Et ce sont plutôt les industries culturelles que les industries, évidemment, des technologies de l'information. Donc on a aussi une sorte de concurrence frontale entre ces deux secteurs, l'un qui était jusque-là, les technologies de l'information, plutôt considérées comme des sous-traitants des industries culturelles, par exemple dans le cinéma,
dans des industries avec beaucoup de technologies, et qui désormais sont des acteurs dominants, on va le voir à l'occasion des modèles économiques. Et puis, deux derniers points sur cette révolution en tendance, avec une hypothèse que je vous soumets, c'est qu'on est peut-être quand même à la fin du cycle. On vient d'assister dans les 5-10 dernières années à un moment assez massif d'innovation, c'est-à-dire qu'on a eu pendant 30-40 ans des mutations technologiques, mais relativement invisibles, même si en les observant, on pouvait en déduire des effets sur la culture et le droit, par exemple. Et en même temps, c'est en très peu d'années qu'on commençait à se stabiliser, par exemple, les modèles économiques des plateformes, sur lesquels je vais revenir, les modèles économiques qu'on trouve dans le secteur du jeu vidéo, qui est plutôt devancier par nature des autres secteurs, parce qu'il est numérique nativement. Et donc, on voit plutôt un moment de restabilisation, ou plutôt peut-être la fin, c'est l'hypothèse que je soumets, la fin du cycle schumpeterien de destruction créatrice qu'on a connu depuis 95, mettons, de 95 à aujourd'hui, donc 20 ans, c'est à peu près le temps de réalisation de l'essentiel du cycle. On serait plutôt dans la période descendante du cycle. On assisterait alors à un nouveau cycle dans d'autres domaines, mais il ne nous intéresse pas aujourd'hui, qui est quand même très important. Mais le nôtre, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu la fin des innovations de rupture. C'est aussi le moment où on dit la loi de Moore va commencer à s'arrêter. En tout cas, ce n'est pas la performance qui nous intéresse, c'est plutôt la qualité de service ou des choses comme ça. Donc les grandes évolutions technologiques ne sont pas du tout terminées, mais ne poursuivent plus les mêmes objectifs. Et on n'a pas de révolution massive dans la conjonction des technologies qui ferait apparaître quelque chose d'extrêmement neuf. Et donc c'est à la fois satisfaisant de dire on a vécu le cycle, il y a eu des morts, il y a eu pas mal de blessés, mais il y a encore beaucoup de survivants, il y a de nouveaux entrants, et comment va se répartir aujourd'hui? On peut stabiliser peut-être la situation, ou on peut considérer que le point d'équilibre n'est pas atteint, ce sera plutôt ma conclusion. En tout cas, c'est l'hypothèse que j'émets pour ce cycle et pour cette évolution technologique. Alors maintenant, je voudrais revenir plutôt sur les questions économiques et les questions juridiques. Ce qui pouvait se déduire, alors c'est facile a posteriori, mais ce qui pouvait quand même se déduire assez facilement de l'évolution du stockage, du calcul, etc., c'est des choses qu'on connaissait en fait. Je vais passer vite. C'est des choses qu'on peut appeler la révolution des dés, des matérialisations. Enfin, vous lisez plus vite que je ne parle, donc je ne les reprends pas. Cette révolution-là, en fait, c'est celle qu'on a connue dans les marchés financiers à la fin des années 80 et tout au long des années 90. Je travaillais à l'époque dans ce secteur, et précise plutôt en regardant, pas en mettant les mains dans le cambouis technologique, je n'y connais rien, mais en examinant comme consultant dans ce secteur des marchés financiers et des banques, comment ça transformait ces acteurs et comment, vous le savez tous, comment ça a transformé quasiment le monde, la dématérialisation, l'interconnexion des marchés financiers dans cette période. Eh bien, ce qui s'est passé dans les marchés financiers se passe exactement de la même manière dans les industries culturelles et de la communication et pose souvent d'ailleurs des problèmes juridiques plutôt du côté du droit de la concurrence, mais qui sont souvent de même nature et des évolutions des acteurs, des filières qui sont assez proches. Autrement dit, on aurait peut-être pu regarder un peu mieux ce qui allait se passer dans le secteur des industries culturelles et de la communication à cette aune-là. Alors évidemment, pour ce secteur, pour les secteurs des industries culturelles et créatives, ça se pose de façon un peu différente parce que, je l'ai évoqué, c'est une économie en capital, c'est une économie de capital. Le capital, c'est évidemment l'ensemble des œuvres originales de l'esprit auxquelles on attache des droits parce que ces œuvres sont immatérielles, peuvent circuler et qu'il faut organiser un versionning des exploitations. Or, ce qu'ont montré les technologies d'évidence, c'est que les fondements même du droit de propriété intellectuelle n'étaient pas remis en cause, mais étaient, à tout le moins, mis en cause, mis en question. Comment peut-on maintenir le droit de reproduction quand la reproductibilité technique est infiniment possible à coût marginal zéro? Qu'est-ce que signifie le droit de représentation dans la multiplicité des écrans et dans des systèmes de réseau de tous à tous, mettons de peer-to-peer,
plutôt que dans un système de diffusion bien connu. Idem pour le droit de distribution. Et évidemment, on peut se demander, puisque c'est un basculement aussi qui s'opère, entre des biens qui étaient contenus sur des supports le plus souvent ou maîtrisés à travers les réseaux, dans une logique plutôt de service. Est-ce que ce n'est pas le droit de communication au public dont on n'a pas assez regardé les éléments qui permettraient de comprendre ou d'utiliser le mieux l'évolution numérique. Alors, ce que n'ont pas vu aussi les acteurs, je vais être un peu critique, c'est l'évolution massive des modèles économiques qui allaient se produire. Si on répartit les biens classiquement, ce que font les industries culturelles et créatives, c'est de jouer de la nature des biens pour avoir des modes d'exploitation différenciés et valorisés, principalement par la chronologie des médias et par la nature des modes de distribution. J'ai pris quelques exemples ici, en fonction de deux critères, excluabilité, rivalité, la meilleure manière de remonter des rémunérations par l'intermédiaire du droit de propriété intellectuelle. Historiquement, c'est ce modèle qui a fonctionné systématiquement. Mais ce que produit... Pardon, je vais accélérer. Ce que produit la numérisation, c'est un basculement de tous les modes d'exploitation qui étaient classiquement, d'ailleurs les plus rentables, le plus souvent, à un mode d'exploitation qui existe, qui a toujours existé, il y a toujours eu ça dans les industries culturelles et créatives, mais plutôt celui qui est de l'ordre de la radio ou de la télévision, c'est-à-dire celui de la gratuité. Et donc, on a nécessairement une position antagoniste entre un droit qui protège des modes d'exploitation qui valorisent le mieux en jouant du consentement à payer des consommateurs, de leur appétence à vouloir accéder aux biens culturels, qui est plus ou moins grande. Il y a toujours une télévision gratuite avant d'avoir une télévision payante, et elle tient à cette discrimination des consentements. Et en réalité, d'ailleurs, on va plutôt vers des modèles... Il y a trop de mouvements. Voilà. Vers des modèles mixtes où on va associer appropriabilité directe des contenus pour reprendre des analyses économiques ou indirecte des contenus, donc par exemple des rémunérations sur la copie privée ou sur la lecture publique ou des choses comme ça, qui remontent quand même vers les titulaires de droit, mais qui est intermédié, qui ne touche pas le consommateur. Donc on a toujours eu ces modèles, mais on voit bien qu'avec le numérique, on est poussé nécessairement vers un modèle. Alors ce qui est paradoxal, c'est que la propriété intellectuelle a joué un rôle inverse, c'est-à-dire plus les modèles économiques étaient attirés vers cette zone que j'ai montrée des biens collectifs, plus de l'autre côté, les États, les organisations internationales, les États toujours, mais au sein d'organisations internationales proposant des traités ou établissant des traités qui s'appliquent ensuite à tous, je pense au traité ADPIC, je pense au traité OMPI de 1996, je pense pour l'Europe à la Commission européenne, sont allés exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire plus on allait vers des logiques de biens collectifs, vers des modèles économiques de gratuité, plus on a vu un droit de propriété intellectuelle qui, d'une certaine manière, s'est raidi, s'est refermé sur un mode d'exploitation, ce qui n'est pas absurde hein, du point de vue... Je vais revenir, pardon. Ah, on ne peut pas revenir en arrière. Bon. Et... je ne peux pas avancer non plus. Si. Ah si, c'est parce que je n'avais pas le bon bouton. Ce qui n'est pas absurde, hein, puisque restituer le droit dans toute sa puissance, son effectivité, c'est maintenir les modèles économiques de valorisation les plus intéressants. Mais c'est lutter, évidemment, contre une tendance forte. Et donc, c'est continu depuis la fin des années 80. Ce mouvement a été continuel depuis la fin des années 80, avec des mouvements plutôt problématique socialement. Je pense à la question des DRM, qui a suscité beaucoup de débats, d'opposition, en particulier aux États-Unis, mais en Europe. Je pense à la question de la lutte contre la contrefaçon numérique, en particulier à travers le peer-to-peer, qui est aussi un usage assez logique des outils, même si ça peut évidemment poser des problèmes. Et donc, une législation de propriété intellectuelle qui a été de moins en moins bien perçue par la société et qui a besoin, du coup, d'être relégitimée par rapport, non pas à la totalité des usages, parce qu'on arrêterait le droit de propriété intellectuelle en disant vous avez accès à tout sans payer, mais à trouver des formes de relégitimation et pas seulement du côté économique. Pardon. Surtout,
ce que le droit de propriété intellectuelle a probablement eu un peu de mal à prendre en compte dans la mutation des modèles induite par les technologies, je dirais, c'est l'émergence de ce qui est en haut des médias de masse communautaires ou de l'économie des médias de masse communautaires interactifs, ce qu'on avait appelé ainsi avec Alain Ledibérder dans le petit bouquin sur la révolution numérique, mais c'était la première version en 2005, ça n'existait pas encore. Ce serait Twitter, Facebook, enfin ça n'existait pas à ce point. Et c'est l'usage de tous les réseaux sociaux à côté ou en prolongement des médias, de l'édition, avec les logiques de recommandation, etc., etc. Ce qui fait que on n'a pas seulement une évolution de l'économie d'accès vers l'économie d'audience, ce que montrait la logique bien privé vers bien collectif. On a plutôt un déplacement de la valeur. Je ne devrais pas le dire en dépendant d'un ministère de la Culture. La valeur, d'une certaine manière, elle n'est plus dans les biens culturels. Elle n'est plus dans le caractère artistique et culturel du bien, du point de vue économique. Elle est en fait du côté de l'information sur le bien, dans l'économie d'abondance, avec ce déplacement vers l'économie de l'attention. Et qui a cette gestion dans ces économies de cette valeur-là, qui produit ou capte la valeur? Eh bien, évidemment, ce sont les nouveaux entrants, les Google, Apple, Amazon, Facebook, Netflix et autres, c'est-à-dire les plateformes qui vont utiliser, favoriser, créer, exploiter, traiter la valeur informationnelle sur les biens culturels, plus que, même s'ils peuvent produire, plus que produire ou développer ces mêmes biens. Et donc, de ce point de vue-là, la propriété littéraire artistique est relativement impuissante à suivre ce mouvement-là, sauf à obliger, ce qui n'est pour le moment pas le cas, et en tout cas pas dans toutes les situations, les nouvelles plateformes à rémunérer selon la valeur qu'elles créent dans leur modèle économique. Donc là, on a une mutation qui est majeure et qui, à mes yeux, mais on peut en discuter naturellement, me semble un peu un élément de stabilisation dans le cycle de destruction créative. C'est qu'on a un modèle économique qui fonctionne plutôt extrêmement bien, c'est un peu paradoxal, extrêmement bien alors, que connaît bien le droit de la concurrence. C'est celui des marchés bifaces qui met en relation des catégories d'agents distincts et qui, dans le modèle numérique, s'appuie surtout sur des effets de réseau et sur des subventions croisées entre les deux catégories d'agents. Donc c'est à peu près ce que font, on ne va pas le détailler là, mais l'ensemble des plateformes de distribution de contenu, qu'on soit dans la presse, dans la télévision, dans la musique, dans le cinéma, ce sont toutes des plateformes qui vont occuper 70 à 80% de parts de marché. Enfin, quelques-unes, ce sont plutôt des oligopoles qui vont finir par avoir l'essentiel du marché, d'être les nouveaux distributeurs essentiels du marché, et donc avec lesquels l'ensemble des filières ont à discuter pour faire remonter de la rémunération. Et elles ont comme qualité, ou défaut, en tout cas qualité économique, d'intégrer complètement l'utilisateur dans le système, principalement par les données privées, les préférences, les goûts, la connaissance de cet ensemble, les logiques de prescription, et donc d'offrir des services qui capturent relativement les utilisateurs et donc favorisent les effets réseau que j'ai évoqués et donc les positions dominantes. Alors on en arrive au dernier point, c'est quels sont les défis juridiques ou économiques qu'on doit relever face à cette mutation. Alors, pour prendre le cas européen, ça s'est traduit plutôt par d'abord une relativement ancienne prise de conscience. Le premier livre vert en Europe qui s'appelle le défi... comment ? C'est illisible. C'est droit d'auteur face aux défis technologiques, par exemple. 1988, l'essentiel de la réflexion a été faite dans les années 85 avec un modèle intellectuel qui est celui de la télévision payante, donc qui a justifié les DRM et les systèmes de distribution qu'on a connus dans les années 90. Donc c'est aussi avec la pensée des années 80 qu'en fait on a pensé la révolution numérique du point de vue du droit, en partie pour des raisons justifiées que j'ai expliquées, mais en partie avec des décalages assez importants. Ensuite, ça se caractérise, je ne vais pas les détailler, par une sorte d'inflation de directives qui s'impose à l'ensemble des États dans les années 90, qui vont porter quelques exemples, l'audiovisuel, la location, à peu près dans tous les domaines. On recommence dans les années 2000. Les directives, c'est 4-5 ans quand même de discussion, c'est 2-3 ans de mise en œuvre, donc c'est des travaux qui sont sur des décennies à chaque fois, mais qui cherchent à rattraper ou à penser une évolution qui est extrêmement rapide, j'ai essayé de le montrer,
Et on continue dans les années 2010 sur à peu près tous les domaines encore, et autour principalement d'une directive droit d'auteur, droit voisin qui appliquait les traités de 96, de l'OMPI de 96. Ça se traduit aussi par une sorte d'inflation institutionnelle, une création de Conseil supérieur pour la propriété littéraire, les mesures techniques, enfin beaucoup d'outils à la fois de réflexion, de gestion, de médiation, mais qui essayent de rattraper cette révolution au lieu de continuer à essayer d'anticiper ce qu'allait être le modèle que j'ai montré et qu'on avait en fait souvent dès le début des années 2000. Si je regarde d'un point de vue un peu critique, l'ensemble de ce mouvement-là juridique, j'aurais tendance à dire que souvent on s'est attaché à des questions assez périphériques. La durée des droits. Économiquement, j'ai eu à l'évaluer, ça rapporte à peu près rien d'avoir augmenté la durée des droits voisins des artistes et interprètes. C'est mieux pour eux, mais ça produit à peu près rien pour les producteurs de disques non plus, pas grand-chose. C'est des vieux catalogues. En général, le domaine public, enfin les œuvres dites du domaine public, donc plus de 50 ans, pour les droits voisins, ça fait 2% du marché. Donc on voit bien qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent. En termes d'enjeux sociaux, ça a donné, je crois, je l'ai évoqué, une image assez négative aussi sur un certain nombre de questions. Et puis, aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est le nouveau plan, un marché unique. On est probablement aussi dans des choses qui sont importantes, mais pas essentielles par rapport à l'enjeu des plateformes. Et je crois que l'enjeu est très important, parce que là, excusez-moi, je prends l'exemple français. Je crois que c'est repérable dans d'autres pays. En fait, quoi qu'en disent parfois mes ministres, qui ont tendance à dire que c'est un marché qui crée beaucoup d'emplois, beaucoup de valeur ajoutée, etc., quand j'étais chef du département des études, je refusais qu'on fasse ce genre d'analyse, parce que, y compris pour leur bien, parce que je savais qu'à partir du milieu des années 2000, ça s'était effondré. Enfin, ça avait tendance à baisser, et principalement pour des questions numériques. Et donc l'enjeu, il est plutôt de stabiliser à un niveau assez élevé la valeur produite dans ces secteurs et la manière dont elle se rémunère pour l'ensemble des acteurs. Alors je prends l'exemple très vite du problème de la valeur ajoutée. Si je regarde quand le moment où Apple, iTunes a modifié ses prix, ben, on a une baisse de 20%, c'était pas rentable. Ça l'était pas. C'est pas un problème pour Apple parce qu'ils vendaient d'autres produits, mais ça signifie que c'est l'ensemble de la chaîne qui est déstabilisée. Et donc le problème de la valeur, il n'est plus entre l'aval et l'amont, mais il est à l'intérieur de l'amont, entre les différents acteurs. Donc des filières qui s'entendaient bien ou relativement bien, ben, ont commencé à être très désorganisées et complètement conflictuelles. Alors c'est quelque chose qui se poursuit parce qu'on est dans une situation où les modèles ne sont toujours pas soutenables. Ils sont nombreux, j'ai dit l'importance des plateformes, mais dans un grand nombre de cas, les modèles économiques ne sont pas soutenables pour les plateformes et a fortiori pour les titulaires de droits. Et puis quelques défis pour terminer. Savons-nous réguler les plateformes? Pour un peu avoir étudié ce sujet, il faut mobiliser à peu près la totalité des droits, et principalement le droit de la concurrence, dont les objectifs ne sont pas nécessairement congruents avec ceux du droit de la communication ou du droit de la culture, parce que légitimement, ils préféreront l'innovation, la compétitivité, et pas nécessairement la rémunération d'un secteur qui est plutôt organisé sur des logiques de rente. Et puis, pour conclure, autre perspective ou autre défi, faire évoluer le droit de propriété intellectuelle pour tenir compte des évolutions sociales, des évolutions technologiques, dans des domaines qui ont été assez peu travaillés. Il me semble la question du statut du domaine public, qui en tout cas en Europe n'existe pas, ou existe en creux. La question des œuvres mixtes, qui est très importante pour les amateurs, j'en ai pas beaucoup parlé. La question des Creative Commons, surtout quand ça passe dans des logiques professionnelles, ce qu'on a pu faire en Creative Commons, comment ça peut devenir des logiques commerciales à un moment de la vie, par exemple. La question des open data. Et puis, évidemment, la question de la transparence des données dans les filières, qui est un outil de régulation très important pour, notamment, le partage de la valeur ajoutée. Donc, reste dans cette révolution encore beaucoup d'enjeux pour pouvoir faire vivre complètement tous les atouts de la création, tous les atouts de l'accès pour les utilisateurs et probablement des atouts, mais encore à rechercher du côté de l'économie. Je vous remercie.
Alors, je ne sais pas s'il y en a qui, dans la salle, si vous avez des questions pour M. Chantepie, c'était extrêmement intéressant. Je pense que ça place bien les enjeux, cette conférence. Peut-être en attendant la première question du public, j'en aurais une pour vous. En fait, dans le fond, on pourrait dire qu'à partir du moment où on a vu les premières réduction de symphonies de Beethoven par Liszt au 19e siècle, parce qu'évidemment, les gens ne pouvaient pas tous aller voir les concerts, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a, par exemple, avec l'Orchestre philharmonique de Berlin, qui concurrence l'Orchestre symphonique de Montréal, parce qu'on s'abonne au Philharmonique de Berlin pour une centaine de dollars pour l'ensemble de la saison, dans le salon, avec les caméras, le son, le super son. On se rend compte qu'on a des acteurs qui n'étaient pas en concurrence, qui sont de plus en plus en concurrence. On a donc une culture, vous l'avez dit en début de conférence, une culture aussi dans le public où on prend pour acquis qu'on ne paie plus pour du contenu ou très peu. Est-ce que c'est pas ça, dans le fond, le problème de base de ça? C'est que maintenant, presque tout est disponible et les acteurs culturels qui veulent faire payer pour leur contenu se retrouvent en concurrence avec d'excellents contenus gratuits et peu importe la bonne politique de droit d'auteur qu'on va mettre en place, si les gens ne paient pas pour ce contenu-là, le droit d'auteur, ça n'a plus sa raison d'être. Oui. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. Je vais avoir des nuances. Vous avez tout à fait raison pour toutes les raisons que j'ai dites. Mais en même temps, si vous regardez par exemple le spectacle vivant, les prix ont augmenté et les consommations ont augmenté. C'est-à-dire que plus on a eu de numérique et cette accessibilité potentielle à tout, d'ailleurs qui est en fait réduite en réalité sur les modes de consommation, plus on a redonné de la valeur à des choses exceptionnelles, au présentiel, donc aux arts plastiques, à une exposition, au spectacle vivant. Et ça a pris beaucoup de valeur. C'est pas seulement pour les stars dont la production de concerts où l'inflation est très forte, mais c'est sur l'ensemble du spectacle vivant. Donc je crois que le numérique produit, et c'est ça qui est intéressant, il faudra regarder ce qu'il produit dans le non-numérique. Et je crois qu'il produit de la valeur dans le non-numérique, parce qu'il banalise d'une certaine manière aussi tout ce qui est contenu numérisé et rapport au contenu numérisé. Premier élément de réponse, et qui fait que je crois que du coup le droit de propriété intellectuelle qui s'applique au droit de représentation et qui, on le voit sur les chiffres, je crois, de la CISAC, sur longue période, enfin période récente, on voit que les droits d'exécution publique progressent, alors que les droits de reproduction mécaniquement baissent. Et si on regarde les stratégies d'acteurs de l'industrie du disque, les stratégies 360, y compris avec l'opéra audiovisuel, on voit bien qu'il y a, grâce au numérique, des modes d'exploitation qui n'existaient pas auparavant, qui certes supposent des investissements, mais offrent des perspectives de marché nouvelles à ces acteurs. Et y compris à des nouveaux entrants, c'est-à-dire un jeune qui débute sa carrière dans la musique, grâce au réseau, grâce à Facebook, va constituer un réseau de sociabilité de fans qui va lui permettre d'avoir de plus en plus de concerts. C'est vrai pour tout le monde, avec le même problème d'inégalité de talent qui fait qu'il n'y en a qu'un qui réussit et 100 qui échouent. Mais ça c'était avant le numérique. Oui. On a une question ici dans le public. Vous identifiez et posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Olivier Charbonneau. Je suis bibliothécaire à l'Université Concordia et blogueur à culturelibre.ca. Merci beaucoup pour votre présentation. Vraiment un survol excellent des enjeux et des perspectives. Beaucoup de matière à réflexion. Ma question porte sur les plateformes à proprement parler. En réalité, ces plateformes-là sont des marchés fermés qui sont uniquement ouverts aux participants de la plateforme. Là, je pense surtout à Netflix et d'autres plateformes comme ça, moins à YouTube. Ma question concerne les enjeux pour les institutions patrimoniales, donc bibliothèques, archives et musées. Comment est-ce que ces institutions-là peuvent accéder au contenu si ce contenu-là est diffusé sur des réseaux fermés? Par exemple, les bibliothèques ne peuvent pas acheter de jeux vidéo via Steam parce que la licence Steam n'offre pas de vente aux collectivités. iTunes, même problème. On ne peut pas acheter la musique sur iTunes et bibliothèques, même si on serait à payer des prix supérieurs que le prix coûtant, parce que la licence iTunes ne l'offre pas. Donc, on se trouve fermé. Ceux qui achètent, donc moi, je suis acheteur institutionnel en tant que bibliothécaire, je me trouve fermé. Je ne peux pas acheter le contenu numérique qui est diffusé sur ces plateformes-là à cause de questions
contractuelle. Alors, c'est sûr que la perspective, c'est qu'il faut changer les contrats, il faut bâtir des réseaux de diffusion, mais je serais intéressé à avoir votre perspective là-dessus. Merci. C'est un vrai enjeu. Alors, je prends l'exemple national que je connais. La Bibliothèque nationale de France, par exemple, récupère tous les jeux vidéo. Donc, on a en termes de dépôt légal une obligation qui oblige d'abord au moins d'avoir le dépôt légal du jeu vidéo publié. Donc ça peut s'étendre aux jeux en ligne. C'est plus difficile, mais il faut le faire par la loi, mais on n'aura que auprès de ceux qui opèrent en France. Enfin, où ce sera très compliqué. Alors, ce sera facile pour des acteurs français, difficile pour des acteurs internationaux. Pour iTunes, je ne sais, on a pour le support, on est comme vous, on n'a pas pour le non-support, enfin pour le en ligne, pour en tout cas le dépôt légal. Alors on peut l'avoir parce qu'on moissonne tous les 6 mois. La Bibliothèque nationale de la France et l'INA fabriquent du dépôt légal du web. Donc, mais ça n'est que pour le dépôt légal. Pour les bibliothèques, je pense qu'on est dans les mêmes situations que pour l'édition scientifique, par exemple avec un Elsevier. Vraisemblablement, c'est des licences à construire et vraisemblablement, ces licences sont très chères. Et l'organisation de la bibliothèque, ensuite des prêts, ensuite de bibliothèques en ligne, enfin numériques, sont extrêmement complexes et refusées par la plupart des acteurs et des éditeurs, mais même des éditeurs de livres individuels. Donc, c'est des mécaniques assez complexes que nous, on a essayé de faire. Et en même temps, je trouve très intéressant parce que le modèle de bibliothèque, ou le modèle de prêt, ou le numérique, ou le modèle de location, ou le modèle d'abonnement illimité, c'est à peu près le même modèle économique. Donc il y a un paradoxe à avoir fait dans le secteur commercial ce type de modèle et à le rendre assez compliqué dans le service public culturel. Donc je crois que c'est un véritable enjeu et pas facile à traiter. Oui. Bon courage. Merci beaucoup. Une dernière question ici. Vous identifiez votre question, s'il vous plaît. Mon nom est Martin Lavallée. Je travaille pour la Société de gestion des droits musicaux SODRAC. Et si vous me permettez une petite parenthèse, un petit élément de réponse à votre question se trouve, à mon avis, dans la gestion collective. Mais je comprends que votre problématique, c'est qu'il vous faut autant le support que le droit, ainsi que l'autorisation des ayants droit à la base. Mais outre le fait que c'est un défi qui est assez grand, c'est faisable. Quelques mots d'espoir aujourd'hui quand même. Monsieur Chantepie, premièrement, je fais écho à mon collègue. C'était une excellente présentation. Je vous remercie énormément d'une présentation fort éclairante. Et justement, vous avez parlé d'abondance de contenu, qui a donc un effet de prix à la baisse, qu'on arrive en fin de cycle où l'innovation se stabilise. Puis en plus, tout ça a un effet générationnel qui donc dure très longtemps. Hein. Quelqu'un qui a une pratique aujourd'hui à l'âge de 20 ans va l'avoir à 30, 40, 50 ans. Donc, ma question à vous, c'est, puisque là, c'est une nouvelle vague qui va commencer dans des domaines complètement autres, j'ai vu les exemples par rapport à l'environnement et tout, est-il trop tard aujourd'hui, dans la certaine maturité du marché, pour aller justement renforcer ou du moins maximiser la valeur de la redevance qui actuellement est famélique pour les ayants droit en général? C'est-à-dire que si on atteint une certaine maturité au niveau de l'innovation, puis que cette abondance existe et que tout est stabilisé, est-ce que le processus de vouloir recentrer ou, vous avez parlé de relégitimisation du droit et de la valeur du droit pour l'ayant droit, est-il trop tard? Non, parce que je suis optimiste, mais il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder parce qu'on voit bien dans les discussions avec Google, Amazon, Netflix, que ces acteurs, pour des raisons qui tiennent au modèle économique, hein, qui est encore une fois très malin, fait qu'ils peuvent échapper assez facilement aux réglementations nationales. Et s'il y a un peu d'agitation autour des plateformes, je crois que c'est plutôt autour de la fiscalité. On l'a vu avec des travaux sur l'OCDE et face à l'érosion de la base fiscale, parce que le gouvernement américain s'est rendu compte que ce n'était pas que son intérêt d'avoir Google, Amazon, Facebook et Netflix si tout l'argent partait ailleurs. Donc c'est d'abord sur la base fiscale qu'il y a un intérêt des gouvernements à reprendre un peu la main sur les plateformes. Et sur la question de la valeur dans les filières de création, c'est un sous-sujet quand même. Enfin, c'est pas ici, mais c'est un sous-sujet par rapport aux enjeux de souveraineté qui existent par ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis que c'est relativement difficile, mais que c'est certainement faisable. Et je pense que ça suppose
qui est une très forte collaboration entre les autorités de régulation. J'ai organisé l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, je suis sûr d'avoir organisé un colloque sur la régulation des plateformes, où pour la première fois, j'avais mis autour de la table l'autorité de régulation des télécoms, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'autorité de la concurrence et la CNIL, qui s'occupe de la protection de la vie privée. Ils ne s'étaient jamais parlé des plateformes. C'était la première fois. Après, ils ont dit on le fera régulièrement parce que c'était pas bête. Mais c'était un peu tard déjà. Or, je pense qu'ensemble, ils peuvent faire quelque chose de très astucieux, notamment entre la protection de la vie privée, qui est le pétrole de ces plateformes, et l'autorité de la concurrence, sur des questions de loyauté, de non-discrimination. Enfin, il y a plein d'outils juridiques qui peuvent fonctionner. Ce n'est pas contre ces plateformes qui produisent plein de services, mais pour remonter de la rémunération. Et ça ne concerne pas qu'ici, ça concerne l'hôtellerie, ça concerne bien d'autres secteurs. Merci. Donc, on va prendre une dernière question. On a déjà un peu dépassé le temps. D'ailleurs, je vous dis qu'on a récupéré quand même notre temps. Donc, l'horizon cocktail soleil est envisageable. Mais on va peut-être prendre une pause un petit peu plus courte. Je vous laisse donc une question. Vous présentez et votre question, s'il vous plaît. Je serai brève. Solange Drouin de l'ADISC, l'association qui représente les producteurs de disques, de spectacles et de vidéos, un peu l'UPFI, le SNEP chez vous. Ma question, oui, sera brève. Quand vous avez démontré justement la baisse de valeur dans le secteur, et vous avez dit, en tout cas si je vous cite bien, que vous aviez un problème avec le fait que les gens du milieu de la culture puissent dire comment on représentait d'emplois et tout. Mais est-ce que vous avez les plateformes où notre contenu en musique sont des plateformes qui sont, oui, peut-être au niveau de l'opération, ne sont pas encore rentables, mais au niveau de la capitalisation boursière, sont vraiment énormes. Pourquoi vous avez un problème vu qu'on est l'essence de ces plateformes-là dans une grande mesure, pourquoi vous avez un problème au fait qu'on démontre le fait qu'on est une part importante de cette économie-là, et donc que la valeur ne descend pas tant que ça, parce qu'on est le moteur d'autres entreprises qui sont très lucratives. En tout cas, pour les actionnaires jusqu'à maintenant, pas pour les ayants droit, mais pour les actionnaires. Très rapidement. Non, je pense que c'est une question de normes statistiques, enfin de nomenclature statistique. Moi, je vais étudier le secteur culturel selon les normes, enfin les nomenclatures. S'il y a de nouveaux entrants qui sont dans les technologies de l'information et de la communication, je suis obligé de les étudier du côté des technologies de l'information et de la communication. Que la valeur procède de l'un ou de l'autre, c'est un autre travail statistique qui est assez compliqué à faire, surtout pour des services, de regarder les échanges inter-industriels ou les échanges inter-services. Donc ça, on ne sait pas bien faire. On ne sait pas bien faire statistiquement. Mais ce n'est pas pour dire que je n'ai pas de goût du paradoxe ou envie de dire que les industries culturelles et créatives ne sont pas importantes. Je dis attention à ne pas trop jouer, à dire que c'est important, parce que ça peut conduire à ne pas regarder les problèmes ou les risques. C'est juste par prudence. Bien, merci beaucoup, M. Chantepie. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci.